Vous commencez à comprendre la mécanique fascinante et parfois inquiétante du système bancaire. Nous avons exploré en détail dans la première partie comment fonctionne le système bancaire. On a vu comment votre argent déposé à la banque est utilisé pour générer des profits grâce à des prêts, tout en vous laissant seulement une petite fraction réellement disponible. Ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire permet aux banques de prêter bien plus que ce qu'elles ne détiennent réellement en liquidité. Fascinant, n'est-ce pas? Mais attendez, ce n'est que la moitié de l'histoire. Si vous pensez que laisser votre argent dormir à la banque est déjà une mauvaise idée, attendez de découvrir comment l'inflation grignote silencieusement votre pouvoir d'achat. Elle travaille silencieusement contre vous. Dans cette deuxième partie, on passe au niveau supérieur. Pourquoi votre argent perd de la valeur et surtout, comment éviter ce piège invisible. L'inflation, pour la définir de façon charcutée, c'est quand les prix augmentent. Certes, la réalité économique est beaucoup plus complexe pour expliquer l'inflation. D'aucuns te diront que c'est ton argent qui perd de la valeur et qu'il faut un équivalent plus élevé pour acheter le même produit, ou que les coûts de production ont augmenté, mais de façon résumée, on va dire que les prix ont augmenté et que ton pouvoir d'achat diminue. Quelles sont les différentes causes et quelles sont les conséquences sur votre épargne? Reprenons notre petite école qui nous a servi à illustrer le fonctionnement de la banque dans notre première partie de vidéo pour comprendre comment la loi de l'offre et de la demande peut provoquer de l'inflation. Imaginez qu'un événement est annoncé dans l'école. Une grande fête interclasse se prépare et chaque classe doit contribuer à l'organisation. La commerçante de la classe, toujours pleine d'idées, voit une opportunité en or. Elle décide de diversifier son activité et propose à ses camarades des snacks et des boissons spéciales pour la fête. Elle n'est pas la seule à y penser. D'autres commerçants de la classe, inspirés par son succès, commencent eux aussi à se préparer pour ce grand jour. Rapidement, tout le monde se met en quête d'acheter des marchandises pour revendre à la fête. Mais voilà le problème. Il n'y a que quelques fournisseurs dans l'école et ils ont une capacité limitée. Les commerçants se précipitent et pour s'assurer d'obtenir les produits qu'ils veulent, certains commencent à offrir des prix plus élevés pour être prioritaires. Les fournisseurs augmentent leurs tarifs, sachant qu'ils peuvent gagner davantage en vendant à ceux qui payent le plus. De l'autre côté, les étudiants qui préparent la fête commencent aussi à ressentir les effets. Les snacks qu'ils achetaient habituellement pour 100 francs coûtent maintenant 150 francs ou même plus. Parce que la demande est bien plus forte que l'offre disponible. Les commerçants, pour compenser les prix plus élevés qu'ils ont payés aux fournisseurs, augmentent les prix à leur tour. Ce cercle vicieux pousse l'ensemble des prix vers la hausse. Maintenant, revenons à vous, épargnants de la classe. Vous aviez confié vos économies à nos collecteurs d'épargne, pensant qu'elles suffiraient pour couvrir vos dépenses habituelles. Mais avec la hausse des prix, vos 500 francs qui permettaient d'acheter 5 snacks auparavant ne suffisent plus qu'à en acheter 3 ou 4. Même si vos collecteurs d'épargne vous versent un petit intérêt pour vos dépôts, cet intérêt est loin de compenser l'augmentation des prix. Vous êtes alors victime de l'inflation, causée ici par une demande excessive par rapport à une offre limitée. Cette petite histoire illustre parfaitement l'inflation par la demande. Lorsque trop de personnes veulent les mêmes choses en même temps et que l'offre ne peut pas suivre, les prix montent. Et dans notre monde réel, ce phénomène se produit souvent lors des périodes de forte croissance économique ou d'événements exceptionnels, comme une hausse soudaine de la consommation. Le résultat est toujours le même. Votre argent perd de la valeur. Reprenons notre petite école, mais cette fois, plongeons-nous dans les coulisses des fournisseurs pour comprendre comment les coûts de production peuvent provoquer l'inflation. L'école connaît une période agitée. Le grand événement de la fête interclasse approche et tout le monde veut des snacks, des boissons et des décorations. Les fournisseurs habituels, voyant la demande exploser, se mettent à intensifier leur production pour satisfaire tout le monde. Mais pour cela, ils ont besoin de plus de matières premières. Par exemple, pour produire leurs snacks sucrés, ils doivent acheter du sucre et des emballages. Et c'est là que les ennuis commencent. Le fournisseur de sucre principal, qui est situé dans une école voisine, a lui-même des problèmes. Une récente hausse du prix de transport parce que les porteurs qui livrent les marchandises demandent plus de rémunération a rendu le sucre plus cher. De leur côté, les fabricants d'emballages se heurtent à une pénurie de matières premières. Ils augmentent aussi leurs tarifs. Tous ces coûts supplémentaires s'accumulent pour les fournisseurs de notre école. Face à cette situation, les fournisseurs n'ont pas le choix. Pour rester rentables, ils augmentent le prix des snacks qu'ils vendent aux commerçants de la classe.
Un snack qui coûtait 100 francs produit en coûte maintenant 120. Les commerçants, de leur côté, doivent ajuster leur prix pour continuer à faire des bénéfices. Résultat, les snacks qui étaient vendus à 150 francs, après, la hausse de la demande passe maintenant à 180 francs. La hausse des coûts de production se répercute directement sur le consommateur final. Revenons toujours à vous, épargnants de la classe. Vous avez toujours vos 500 francs confiés aux collecteurs d'épargne, pensant qu'ils suffiront pour vos achats habituels. Mais maintenant, avec la hausse des prix provoquée par l'augmentation des coûts de production, vous ne pouvez acheter que 3 snacks au lieu de 5. Même si vos collecteurs d'épargne vous offrent un intérêt sur vos dépôts, celui-ci est bien inférieur à l'augmentation des prix. Cette histoire illustre l'inflation par les coûts. Lorsque les matières premières, la main-d'œuvre et les ressources nécessaires à la production deviennent plus chères, ces coûts sont répercutés tout au long de la chaîne économique jusqu'au consommateur. Et dans notre monde réel, ce phénomène est souvent amplifié par des événements comme des hausses de prix de l'énergie, des pénuries ou des crises internationales. Résultat, votre argent perd encore de sa valeur et l'inflation s'installe. Nous repartons encore dans notre petite école et nous reprenons encore son histoire pour comprendre comment une croissance économique rapide peut provoquer l'inflation. Dans notre histoire, la fête interclasse a eu un impact incroyable sur l'activité économique de l'école. Grâce aux collecteurs d'épargne, les commerçants de la classe ont eu accès à des crédits faciles pour acheter des marchandises et répondre à la demande. Mais ce n'est pas tout. D'autres élèves, inspirés par l'effervescence, ont lancé de nouvelles activités. Une équipe a commencé à vendre des t-shirts personnalisés pour la fête. Une autre propose des décorations colorées et même les élèves artistes ont monté un petit spectacle payant. L'économie de l'école est en plein boom. L'argent circule plus vite que jamais. Les commerçants gagnent plus, les artistes encaissent des billets et les collecteurs d'épargne voient leur réseau s'agrandir. Avec cet afflux d'argent, les élèves ont envie de dépenser davantage. Ils achètent des snacks, des décorations et même des t-shirts qu'ils n'auraient jamais envisagé d'acheter avant. Mais il y a un problème. Les fournisseurs et les commerçants, bien qu'enrichis, ne peuvent pas produire et livrer à l'infini. La demande dépasse leur capacité. Les snacks, les boissons et les t-shirts se vendent si bien que les commerçants doivent augmenter leur prix pour limiter la demande. Par exemple, les snacks qui coûtaient 150 francs passent maintenant à 200 francs et les t-shirts initialement vendus à 500 francs montent à 700. Revenons à vous, épargnants de la classe. Vous avez confié vos 500 francs au collecteur d'épargne, pensant qu'il suffirait pour vos achats habituels. Mais maintenant, avec cette activité économique débordante et la hausse des prix, cet argent ne peut plus acheter autant de choses qu'avant. Même si vous recevez un petit intérêt sur votre épargne, il est loin de suivre l'augmentation rapide des prix. Votre argent perd donc de la valeur. Cette énième histoire illustre l'inflation par la croissance économique. Lorsque l'économie est en plein essor et que tout le monde gagne plus et dépense plus, cela stimule la demande. Mais si l'offre ne peut pas suivre, les prix augmentent. Dans le monde réel, ce type d'inflation peut survenir dans des périodes de forte croissance où l'abondance d'argent et de dépenses dépasse les capacités de production d'un pays. Résultat, votre pouvoir d'achat diminue, même dans une économie prospère. Reprenons l'histoire de notre petite école pour comprendre comment la politique monétaire peut provoquer l'inflation. Après le succès de la fête interclasse, les collecteurs d'épargne ont gagné en notoriété. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gérer les dépôts et octroyer des crédits efficacement. Face à cette popularité, le responsable de l'école, qui supervise les collecteurs, décide de leur donner plus de liberté pour dynamiser l'économie de l'école. Il leur annonce une grande nouvelle. Désormais, ils peuvent prêter beaucoup plus d'argent même si leur réserve physique reste le même. En gros, au lieu de devoir garder 50% de liquidité en réserve pour chaque crédit accordé, ils ne doivent plus en conserver que 10. Pourquoi? Parce que selon lui, cela encouragera davantage de prêts, ce qui stimulera les activités commerciales et le développement de la classe. C'est une décision stratégique, une forme de politique monétaire accommodante où l'autorité réduit les contraintes pour augmenter la circulation de la monnaie. Les collecteurs, ravis de cette nouvelle règle, se mettent immédiatement à accorder plus de crédit. Les commerçants de la classe en profitent pour agrandir leur activité. D'autres élèves qui hésitaient à lancer des projets se jettent dans l'aventure grâce à cet accès facile à l'argent. En un rien de temps, l'économie de l'école s'envole. Tout le monde semble y gagner. Les commerçants, les artistes, les organisateurs de fêtes et même les collecteurs perçoivent des intérêts sur leur crédit. Mais il y a un revers à la médaille. Avec autant de monnaie en circulation, la demande pour les marchandises et services explose.
Les commerçants, débordés par les commandes, n'arrivent plus à suivre. Les fournisseurs, eux aussi, peinent à répondre à la demande croissante. Résultat, les prix commencent à grimper. Un snack qui coûtait 150 francs monte à 200, puis à 250. Les élèves, avec tout cet argent disponible, continuent à dépenser, mais chaque billet vaut de moins en moins. Revenons à vous, épargnants de la classe. Vous aviez confié vos 500 francs en toute confiance, pensant qu'ils conserveraient leur valeur. Mais avec cette surabondance de monnaie et la montée des prix, votre argent ne peut plus acheter autant qu'avant. Même si les collecteurs vous font son intérêt, il est bien inférieur à la flambée des prix. En résumé, cette histoire illustre encore l'inflation due à une politique monétaire trop laxiste. En augmentant la quantité de monnaie disponible sans en contrôler les effets, les autorités stimulent l'économie, mais elles créent aussi des déséquilibres. Dans le monde réel, cela peut arriver lorsqu'une banque centrale réduit trop les taux d'intérêt ou augmente la masse monétaire pour encourager les dépenses et les investissements. Le résultat, une montée de l'inflation où la valeur de l'argent diminue rapidement. J'ai envie de reprendre encore notre petite école pour comprendre comment les fluctuations des taux de change peuvent provoquer de l'inflation. Tout allait bien dans notre école jusqu'à ce que les commerçants commencent à vouloir diversifier leurs marchandises. La fête interclasse ayant été un succès, la demande pour des produits plus sophistiqués a explosé. Certains élèves veulent désormais des snacks importés d'une école voisine célèbre pour ses confiseries haut de gamme. Les commerçants se tournant donc vers ces fournisseurs extérieurs pour se procurer ces produits. Mais voilà, ces fournisseurs n'acceptent pas la monnaie de notre école. Appelons-le le franc CFA scolaire. Ils exigent qu'on leur paye dans leur propre monnaie, appelons-le le dollar scolaire. Les commerçants n'ont pas donc le choix, c'est-à-dire nos commerçants de notre école. Ils doivent échanger leurs francs CFA scolaires contre des dollars scolaires pour pouvoir acheter ces produits. Malheureusement, à ce moment-là, les francs CFA scolaires perdent de leur valeur par rapport aux dollars scolaires. Autrement dit, il faut maintenant plus de francs CFA pour obtenir la même quantité de dollars qu'avant. Par exemple, si un commerçant pouvait échanger 100 francs CFA pour 10 dollars scolaires la semaine dernière, il doit désormais fournir 150 francs CFA pour obtenir ces mêmes 10 dollars scolaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce changement de taux de change a un impact direct sur les prix. Les commerçants qui doivent payer plus cher pour importer les produits augmentent leurs tarifs. Un snack qui coûtait 200 francs passe à 300 et les élèves, même ceux qui n'achètent pas les produits importés, voient les prix grimper car la tendance finit par affecter tout le marché. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement avec le Nigeria. Le Naira a perdu de sa valeur, mais par rapport aux devises étrangères qui n'ont pas vraiment suivi, il y a eu un vrai écart de prix. La quantité de Naira qu'il fallait avant pour avoir du dollar a beaucoup augmenté, ce qui a fortement impacté les prix sur le marché. Revenons donc à vous, épargnants de la classe. Vos 500 francs qui vous semblaient sûrs ont perdu leur pouvoir d'achat. Vous pouvez acheter moins qu'avant, même avec les intérêts que les collecteurs d'épargne vous versent. Cette histoire illustre l'inflation importée due aux fluctuations des taux de change. Lorsque la monnaie locale perd de la valeur par rapport à une monnaie étrangère, les coûts de produits importés augmentent et cela se répercute sur les prix locaux. Dans le monde réel, cela peut arriver lorsqu'une devise s'affaiblit sur les marchés internationaux, rendant les importations plus coûteuses. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du Naira. Résultat, les consommateurs payent plus cher pour les mêmes produits et votre argent perd encore de sa valeur. Reprenons notre histoire dans la petite école pour comprendre comment les changements de réglementation peuvent provoquer de l'inflation. Après le succès de la fête interclasse, les responsables de l'école réalisent à quel point l'économie de la classe est devenue active. Les commerçants achètent, revendent et les collecteurs d'épargne prêtent de plus en plus. Tout semble bien fonctionner. Mais l'administration de l'école commence à s'inquiéter. Un jour, le directeur de l'école décide de mettre en place de nouvelles règles pour mieux contrôler les activités commerciales. Il annonce que désormais, tous les commerçants doivent s'approvisionner exclusivement auprès d'un fournisseur agréé par l'école sous prétexte d'assurer la qualité des produits vendus. Ce fournisseur, choisi par l'école, est un ancien élève devenu entrepreneur, mais ses prix sont bien plus élevés que ceux des autres fournisseurs locaux. Par exemple, un paquet de snacks qui coûtait 100 francs chez un fournisseur classique est maintenant vendu à 150 francs par ce fournisseur agréé. Les commerçants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Ils augmentent leur prix pour couvrir les nouveaux coûts imposés par cette réglementation. Ainsi, un snack qui était vendu 150 francs aux élèves passe maintenant à 200 ou même à 250.
Les élèves, pris ou dépourvus, doivent payer plus cher pour les mêmes produits qu'avant. Mais ce n'est pas tout. L'administration de l'école impose aussi une nouvelle taxe sur chaque transaction commerciale sous prétexte de financer l'amélioration des infrastructures scolaires. Chaque commerçant doit désormais payer 10% de ses revenus à l'école. Ce coût supplémentaire est répercuté sur les prix finaux, accentuant encore plus la hausse. Revenons à vous, épargnants de la classe. Vos 500 francs qui semblaient suffire pour acheter vos snacks préférés ne peuvent plus couvrir qu'une petite partie de vos besoins. Les prix ont tellement augmenté que votre argent perd de sa valeur et les intérêts versés par les collecteurs d'épargne ne compensent pas cette hausse. Cette histoire illustre l'inflation due au changement de réglementation. Lorsque des règles ou des taxes nouvelles augmentent les coûts pour les entreprises, celles-ci répercutent ces coûts sur les consommateurs en augmentant les prix. Dans le monde réel, cela peut se produire avec des lois sur les importations, des taxes environnementales ou des exigences de conformité. Résultat, le pouvoir d'achat diminue, même si tout semble réglementé. Ces quelques histoires illustrent très bien les causes profondes et parfois insoupçonnées de l'augmentation de l'inflation. Et c'est ce qui se passe actuellement dans l'économie réelle. Votre argent déposé en banque subit les effets de l'inflation. En 2002, par exemple, l'inflation dans l'UEMOA, qui est notre union monétaire à nous, était de 7,4%. Même si votre banque vous a offert un rendement de 4% sur votre compte épargne cette année, ce qui est d'ailleurs rare, vous avez tout de même perdu du pouvoir d'achat. En 2023, bien que l'inflation ait diminué à 4,4%, un compte épargne standard continue de vous faire perdre de l'argent. En 2024, l'inflation a légèrement baissé, se situant à 2,8% au premier trimestre. Cependant, avec des taux d'intérêt sur les comptes épargne souvent inférieurs à ce niveau, votre pouvoir d'achat continue de s'éroder. Cette situation montre que conserver des liquidités inactives est une situation désavantageuse en période d'inflation. Alors, que faire pour renverser la vapeur et faire travailler votre banque pour vous, au lieu de subir ces désavantages? Ici, on parle et on partage surtout des stratégies puissantes et des informations clés pour vous permettre de prendre des décisions éclairées. Si l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique vous passionnent, cette chaîne est votre meilleur allié pour transformer votre argent en véritable moteur de croissance. Cliquez sur le bouton s'abonner, laissez un like pour montrer que ce contenu vous parle. Votre soutien est essentiel pour qu'on continue à partager des idées qui transforment votre vision financière. La marmaille, elle est bien là, et vous le savez. Alors, une question essentielle se pose. Comment ne pas être simplement spectateur du système ou pire, sa victime? Comment faire pour avoir votre part du gâteau sans finir par être le gâteau? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Le plus grand levier de richesse dans ce monde, c'est l'argent des autres. Si cette phrase vous interpelle, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Comprendre ce principe, c'est la clé pour décoder les avantages que la banque peut vous offrir. Mais attention, il ne s'agit pas d'utiliser la banque n'importe comment. Il s'agit de l'utiliser intelligemment, stratégiquement, uniquement pour vous enrichir. D'abord, voyez la banque comme un tremplin pour vos ambitions. Vous devez vous en servir pour investir dans des projets qui génèrent des revenus. Ne laissez pas votre argent dormir sur un compte épargne qui, avec l'inflation, vous approvise chaque jour un peu plus. Utilisez plutôt la banque pour financer des projets rentables. Par exemple, un prêt pour démarrer ou développer une entreprise, investir dans l'immobilier ou encore acheter un bien locatif qui préparera votre retraite tout en générant des revenus passifs. Ensuite, pensez au leasing. Savez-vous que votre banque peut acheter des machines ou des équipements pour votre entreprise que vous rembourserez ensuite sous forme de loyer? Cela vous permet d'accéder à des outils de production sans immobiliser tout votre capital. C'est une stratégie puissante pour développer votre activité sans mettre en péril votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout. La banque est aussi un outil pour rester en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. En exploitant judicieusement votre compte courant, vous pouvez mieux gérer vos finances, assurer la transparence de vos activités, la transparence de vos transactions et même optimiser votre fiscalité. Ne sous-estimez jamais cet aspect, car être en règle avec les autorités vous ouvre les portes à des opportunités encore plus grandes. Enfin, adoptez cette mentalité proactive. Ne soyez pas de ceux qui laissent la banque dicter les règles. Soyez de ceux qui utilisent ces règles à leurs avantages. Vous devez penser comme un stratège. Votre compte bancaire n'est pas juste un endroit où déposer de l'argent. C'est un outil pour emprunter, investir et multiplier vos ressources. Si vous apprenez à maîtriser ce jeu, vous cesserez de voir la banque comme une institution qui profite de vous. Vous commencerez à la voir comme un partenaire dans votre quête de richesse. Alors, arrêtez de subir la mamaille. Prenez-en le contrôle. Tout ce qu'il faut, c'est la bonne stratégie et un état d'esprit de gagnant. Là,
Vous allez me dire, mais la banque, c'est fait pour protéger mon argent. C'est sûr à 100%. Eh bien, permettez-moi de briser une illusion. Rien, absolument rien dans ce monde n'est garanti à 100%, pas même la vie. Chaque jour comporte des risques. Se lever le matin est risqué, dormir aussi, parce que, soyons honnêtes, qui peut garantir qu'on se réveillera? La banque ne fait pas exception. Des banques ont déjà fermé, des institutions déjà dit considérées comme solides ont fait faillite et leurs déposants ont perdu une partie, voire la totalité de leurs économies. Alors débarrassez-vous de cette idée selon laquelle votre argent est invulnérable à la banque. Ce n'est pas une raison pour ne plus y déposer vos liquidités, mais c'est une réalité qu'il faut comprendre. Maintenant, parlons stratégie. Si vous avez une entreprise, il est crucial d'utiliser activement votre compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'une banque ne vous accordera pas de prêt si votre compte est inactif ou si elle ne voit pas de mouvement régulier. Les dépôts et les retraits montrent que vous êtes actif financièrement et cela joue en votre faveur lorsque vous avez besoin de financement. Mais là où beaucoup font une erreur, c'est sur la gestion de leur patrimoine, de leurs biens et de leur épargne. Laisser de l'argent dormir sur un compte épargne sans qu'il ne circule et ne génère de revenus est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que cet argent, tout en restant immobile, perd de sa valeur à cause de l'inflation. Et la banque, elle, utilise cet argent pour prêter à d'autres et générer des profits, alors que vous perdez du pouvoir d'achat. Si vous êtes un particulier, la banque ne devrait être qu'un outil pour gérer vos besoins immédiats. Utilisez-la pour construire un fonds de sécurité, une réserve de 6 mois à 1 an de vos dépenses mensuelles, c'est votre filet de sécurité en cas de coup dur. Il est toujours utile d'avoir une partie en cash à portée de main pour pallier à un éventuel défaut de liquidité. Au-delà de cette réserve, chaque centime qui dort à la banque doit être mis à profit. Vous devez apprendre à investir votre argent. Oui, investir. Parce qu'il existe tellement de solutions plus sûres et plus rentables que de laisser votre argent stagner sur un compte épargne. Que ce soit l'immobilier, les métaux précieux, les placements financiers ou même l'entrepreneuriat, chaque option représente une opportunité de faire croître votre patrimoine. Mais voilà, investir ne s'improvise pas. Vous devez faire vos devoirs, apprendre, comprendre les mécanismes et les risques. C'est comme apprendre à conduire une voiture ou utiliser une machine complexe. Au début, le risque de faire une erreur est élevé, mais avec de la pratique, des connaissances et une bonne stratégie, vous diminuez considérablement les risques et maximisez les gains. En conclusion, ne vous contentez pas de croire que votre argent est à l'abri parce qu'il est à la banque. Utilisez la banque pour ce qu'elle est, un outil, pas un coffre-fort magique. Gérez activement vos finances, construisez vos fonds de sécurité et surtout, mettez votre argent au travail à travers des investissements intelligents. Parce qu'au final, ce n'est pas la sécurité illusoire qui construit la richesse, mais les choix stratégiques que vous faites aujourd'hui pour votre avenir. Et vous, connaissez-vous déjà toutes ces informations? Comment utilisez-vous la banque pour tirer votre épingle du jeu? Avez-vous des stratégies pour maximiser les avantages tout en évitant les pièges? Partagez vos idées en commentaire, j'ai bien envie de les lire. Et surtout, comment vous y prenez-vous pour protéger votre argent face à l'inflation? Quel outil, investissement ou astuce mettez-vous en place pour ne pas laisser votre pouvoir d'achat s'éroder? Je suis impatient de découvrir vos réponses, vos expériences et même vos questions.